Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce vendredi 25 février, marquée par le rappel à Dieu d'El Hadj Malick Sy Souris. Au Sénégal, le monde du sport est en deuil suite à la disparition de celui qui fut l'un des plus grands piliers du football. Premier capitaine de l'équipe nationale, El Hadj Malick Sy était un homme aux multiples facettes. Retour sur son parcours en début de journal. Baisse du prix de l'huile, du sucre et du riz. Hier, jeudi, le chef de l'État a annoncé la diminution du prix des denrées de première nécessité. Ce vendredi, les ministres du Commerce et du Budget ont donné des précisions sur la suspension des droits de douane et sur la subvention de l'État du Sénégal. Deux mesures qui sont, vont rendre possible cette baisse des prix. Explication dans ce journal. Élection législative du 31 juillet prochain. La majorité présidentielle et l'opposition ne se sont pas mises d'accord sur le montant de la caution que vont devoir verser les différents partis et coalitions. Alors que la majorité propose la somme de 15 millions de francs CFA, l'opposition, elle, campe sur la somme de 5 millions. Le ministre de l'Intérieur est attendu pour trancher sur ce désaccord. Retour sur la rencontre de ce vendredi dans cette édition. En Ukraine, l'armée russe continue son avancée vers la capitale du pays, alors que Vladimir Poutine est visé par plusieurs sanctions de la communauté internationale. En Europe, la situation reste extrêmement tendue. Depuis plusieurs heures, le monde entier a les yeux rivés sur l'Ukraine. Pour l'ancien officier de l'armée sénégalaise, le colonel Abdourahim Kébé, les conséquences de cette guerre dépassent les frontières de l'Union européenne. Dans ce journal, nous ferons le point sur les ressortissants sénégalais qui se trouvent actuellement sur le territoire ukrainien. Pour être informé sur la situation de ces Sénégalais de l'extérieur, une cellule de crise a été installée à l'ambassade du Sénégal en Pologne qui est rattachée à l'Ukraine. Dans cette édition, la réaction du secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Le monde du football sénégalais en deuil suite au rappel à Dieu ce vendredi d'El Hadj Malick Sy Souris, premier capitaine de l'équipe nationale, ancien président de la Fédération sénégalaise de football, acteur majeur du sport sénégalais. Il s'est éteint ce 25 février 2022. El Hadj Malick Sy alias Souris était un homme polyvalent et aux multiples casquettes puisqu'il a également été ministre de la République et inspecteur principal des impôts et domaines. Retour sur son parcours dans ce récit signé Mamadou Fall. Souris et le football, c'est pour l'éternité. Adje El Hadj Malick Sy, vainqueur de la Coupe de l'Amitié en 1963, président de la Fédération sénégalaise de football en 2002, année de l'épopée des Lions du Sénégal. Sa baraka propulse l'équipe nationale en finale de la Coupe d'Afrique des Nations et en quart de finale de la Coupe du Monde à Séoul. Avec le flair, il avait coopté feu Bruno Metsu, l'entraîneur emblématique qui haïssait le football sénégalais au Mali. Malick Sy Souris se voit accusé d'enregistrement illicite en pleine assemblée générale par son ancien coéquipier, devenu ministre des Sports, Youssoupha Ndiaye. Souris claque la porte de la fédération et se consacra à son collège africain pour les sports et études, CAS. El Hadj Malick Sy Souris fut un grand footballeur dans les années 60. Il fut également le président de la Jeanne d'Arc de Dakar. Administrativement, il fut ministre de la République et inspecteur principal des impôts de classe exceptionnelle. En 2013, Feu Mbaye Boye l'avait élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Saint-Louis. Et nous sommes en ligne avec Mamadou Koumé, ancien président de l'Association nationale de la presse sportive. Mamadou Koumé, bonsoir. Bonsoir. Mamadou Koumé, vous avez connu personnellement et vous avez fréquenté El Hadj Malick alias Souris. On imagine que pour vous l'émotion est vive ce vendredi. Oui, l'émotion est vive, comme vous le dites. C'est un deuil cruel qui frappe tout le sport sénégalais, le football et la nation. Cet homme, El Hadj Malick Sy Souris, a laissé une empreinte durable dans le sport de ce pays, dans le football de ce pays, comme joueur d'abord, ensuite comme dirigeant.
El Hadji Malick Sy Souris a été de la toute première équipe nationale du Sénégal en 1961. Il a joué en équipe nationale de 1961 à 1965. Ensuite, il est devenu dirigeant de son club, la Jeanne d'Arc de Dakar, où il a été président, et président surtout de la Fédération de football à 2 reprises. C'est lui qui nous a valu cette brillante qualification à la Coupe du Monde pour la première fois en 2002. Et cette première finale disputée par l'équipe nationale en 2002. Donc, comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un acteur majeur du football sénégalais qui nous a quittés ce vendredi. Merci Mamadou Koumé. On vous présente, toute la rédaction et moi-même vous présentons nos plus sincères condoléances. Je rappelle, vous êtes l'ancien président de l'Association nationale de la presse sportive. Et puis le bureau exécutif, les membres, amis et sympathisants de l'Association d'entraide des anciens footballeurs, Fonds de solidarité sportive, a annoncé que la levée du corps d'El Hadji Malick Sy Souris aura lieu demain samedi à la mosquée Zawiya El Hadji Malick Sy après la prière de 13h. L'inhumation se tiendra, elle, au cimetière musulman de Yoff. À présent, de toute autre chose, de la baisse du prix de l'huile, du sucre et du riz. Hier, jeudi, le chef de l'État a annoncé plusieurs mesures pour contenir l'inflation sur les prix des denrées de première nécessité. 100 francs CFA sur le litre d'huile, 25 francs CFA sur celui du kilo de riz et 25 francs CFA sur celui du sucre. Une baisse des prix destinée à soulager durablement les familles sénégalaises est rendue possible grâce à 2 mesures, dont la suspension des droits de douane et la subvention de l'État du Sénégal. Plus d'explications, c'est avec Maïmouna Ndiaye et Jafar Abba. Le prix de l'huile de palme ramené à 1100 francs le litre. Le sac de riz de 50 kg connaît une baisse de 1250 francs. Le kilogramme de sucre maintenu à 600 francs. Ces 3 denrées fortement consommées sont en baisse. Dans le souci de soulager les ménages sénégalais, le ministre des Finances et du Budget justifie. Ces importantes mesures, effectivement, ont été prises et ont eu une conséquence notamment sur la mobilisation de nos recettes par la suspension des droits de douane pour ce qui concerne le riz. Total, je dis, donc une denrée totalement défiscalisée aujourd'hui. Par justement la subvention concernant le sucre parce qu'il est produit localement. À ce niveau aussi, le président de la République a décidé de subventionner carrément le prix pour, disons, une conséquence budgétaire de 3 milliards 900 millions de francs CFA. Globalement, ces 3 mesures ont un impact sur le budget de l'ordre de 50 milliards de francs CFA. Le gouvernement mise également sur la production locale. Pour ce qui est de la production de riz local, comme vous le savez, le président a un horizon d'autosuffisance en riz et donc il était question de soutenir le prix aux producteurs pour rendre l'activité de production du riz plus attractive et donc inciter le producteur à produire davantage. Une question se pose, comment encadrer le marché? Aujourd'hui, les prix qui sont fixés sont à la fois fixés au détail, mais également au niveau demi-gros. Donc le problème ne se pose pas, puisque d'habitude, on fixait les prix uniquement au niveau détail, parce qu'au niveau demi-gros, au niveau importateur, il y avait toujours la concurrence entre les acteurs. C'est souvent au niveau détail où il n'y a pas de véritable concurrence. Mais aujourd'hui, cette question est véritablement prise en charge. Beaucoup de garanties, certes, reste maintenant à savoir si les grossistes et les détaillants vont suivre toutes les recommandations. Et la baisse annoncée du prix du sucre, de l'huile et du riz, une bonne nouvelle pour les ménages sénégalais qui consomment chaque jour ces produits de première nécessité. En ce qui concerne l'effectivité de ces nouveaux prix, les commerçants doivent d'abord écouler leur stock avant de pouvoir s'aligner. Habib Faye et Amadouba se sont rendus au marché Tilène où ils ont recueilli plusieurs réactions. Je vous propose de suivre leur reportage. Une décision qui, sans nul doute, va faire plaisir à beaucoup de consommateurs. L'État du Sénégal annonce la baisse des prix du riz, du sucre et de l'huile. Le seul hic reste l'application des prix annoncés sur le marché.
Nous rendons grâce à Dieu. Cette baisse est arrivée à son heure car nous étions fatigués. Personne ne savait à quel sens vouer. Maintenant, ça va nous soulager. On dirait qu'il n'y a pas de baisse sincèrement. Seulement 25 francs sur le prix du riz et du sucre. Nous lui demandons de faire encore des efforts pour soulager les ménages. Une décision qui va impacter sur le panier de la ménagère. Dans la foulée, les populations invitent le chef de l'État à poursuivre cette politique concernant la baisse des prix d'autres denrées. Cette réduction doit avoir un suivi. Les gens sont fatigués et la vie est très chère, particulièrement les loyers. Cette diminution va vraiment nous arranger car la population est fatiguée. Le coût de la vie est élevé. Toutefois, il faudra encore attendre un bon moment pour constater l'effectivité de cette mesure auprès de certains commerçants. Les commerçants sont des pères de famille. C'est pour cette raison qu'ils ne vont pas immédiatement appliquer la décision. En plus, ils ont acheté cher la marchandise. Dans l'immédiat, les commerçants ne vont pas accepter de diminuer les prix puisqu'ils ont acheté cher le sac de riz ou de sucre. Au marché Tilène, j'ai demandé la baisse est effective. Depuis plusieurs années, les ménages sont confrontés à une hausse récurrente des denrées de première nécessité. La baisse est bien accueillie. Elle devra soulager certains chefs de famille qui peinaient à joindre les deux bouts pour subvenir aux besoins des différents membres. Parlons éducation à présent. Les écoles publiques toujours paralysées par la grève des enseignants. Au Sénégal, c'est une crise sans précédent qui secoue actuellement le secteur de l'éducation. Ce vendredi, la Fédération générale des travailleurs du Sénégal était en conférence de presse. Pour le secrétaire général de la Fédération, l'État du Sénégal se doit de faire des propositions objectives aux enseignants et ce, afin de sauver l'année scolaire. Cher Alassane Sène s'est également adressé aux syndicats d'enseignants qui, selon lui, doivent poursuivre le dialogue avec l'État du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Habib Faye. La coalition FGTS, concernant le secteur de l'éducation, demande au gouvernement de faire des propositions objectives et des projections dans l'avenir pour sauver l'école sénégalaise des grèves cycliques et répétitives, de leurs revendications justes et légitimes. Elle les encourage à poursuivre la voie du dialogue et de s'accorder avec le gouvernement pour une issue heureuse, susceptible de permettre aux élèves de retrouver le chemin de l'école, car rien ne doit être au-dessus de leur droit à l'éducation. La FGTS recommande au gouvernement de s'asseoir avec les syndicats de l'Alliance autonome de la santé pour finaliser le protocole d'accord déjà stabilisé. Et puis à Mbour, les secteurs de l'éducation et de la santé sont simultanément en grève. Une situation difficile pour les populations du département. Absence de soins et d'éducation. À Mbour, les mouvements citoyens s'indignent et interpellent l'État du Sénégal. Leur réaction dans ce reportage signé Abdou Rahman Diallo et Mamadou Gueye. Depuis plus de 3 mois, 3 syndicats de la santé de l'hôpital Thierno Mansour Baro de Mbour observent chaque semaine 1 ou 2 journées de grève. Une situation très compliquée chez les patients qui n'arrivent pas à se soigner. Imaginez donc un malade qui quitte les villages environnants à 6 km ou à 7 km, qui vient jusqu'à Mbour, dès que les médecins sont en grève, tu vas retourner encore à plus de 6 km. Donc c'est désolant. Donc on fait appel à l'État du Sénégal pour qu'il puisse nous venir en aide, pour qu'il puisse aussi revoir sa politique sanitaire au niveau du département de Mbour. Donc Mbour mérite mieux. L'éducation aussi est paralysée à Mbour. Les élèves peinent à faire 2 heures de cours par semaine. Ils sont souvent dans la rue. Actuellement, nos enfants souffrent. D'ailleurs, même ceux qui sont dans les privés sont délogés. On a l'impression qu'ils ne se soucient pas de cette situation. C'est normal, leurs enfants ne sont pas ici. Donc on invite les professeurs et l'État à trouver une solution. Il y a des institutions qui sont inutiles, le HCCT, le CSE, mais aussi des ministres conseillers qui perçoivent 2 millions et quelques. Tout ça, c'est inutile. On pouvait mobiliser toute cette somme et le mettre dans le secteur de l'éducation. Les mouvements citoyens de Mbour invitent les autorités à prendre leurs responsabilités afin de résoudre ces crises scolaires et sanitaires dans le département que traverse le département.
Et puis élection législative du 31 juillet prochain. Ce vendredi, le ministre de l'Intérieur a rencontré les représentants des partis politiques afin d'échanger sur le montant de la caution. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du respect des dispositions du code électoral. Et ce qu'on peut retenir de cette rencontre, c'est que la majorité présidentielle et l'opposition ne se sont pas mises d'accord sur le montant de la caution. Si la majorité présidentielle propose la somme de 15 millions de francs CFA, l'opposition, elle, campe sur la somme de 5 millions de francs CFA. Le ministre de l'Intérieur est attendu pour trancher avec un arrêté qui va fixer le montant de cette caution. Pape Faraning et Pape Sangonembaye pour les détails. Les représentants des partis politiques et coalitions de partis ne parlent pas le même langage pour fixer la caution aux législatives. Si la majorité campe sur 15 millions, l'opposition propose 5 millions pour alléger les dépenses. Nous partons d'un rappel. Le rappel, c'est qu'en 2017, on a eu des élections législatives. Pendant ces élections législatives, il y a eu une caution. Mais malgré la caution, vous avez vu qu'il y a eu 47 listes. Et l'organisation était extrêmement difficile à réussir. C'est pourquoi nous avons dit qu'au minimum, alors la caution doit être maintenue à 15 millions. Nous avons proposé à ce que le montant de la caution pour ces élections législatives du 31 juillet 2022 soit maintenu à 5 millions. Nous avons fait cette proposition parce que nous nous sommes dit, étant donné que le parrainage existe pour ces élections législatives-là, et aussi bien le parrainage que la caution poursuivent la même finalité, à savoir celle de servir de filtre, mais aussi au moyen de jauger la représentativité des candidats. La suppression du parrainage s'est aussi invitée dans les débats. Le parrainage nécessite toute une logistique qui demande également des investissements colossaux du point de vue financier. C'est en discutant avec les pôles politiques, plus d'autres d'ailleurs, qu'on en était arrivé à fixer le taux de parrainage, les conditions de parrainage. Une rencontre consultative pour recueillir les différentes idées. Le ministre de l'Intérieur promet d'arrondir les angles pour des élections apaisées. Nous avons pris bonne note des analyses que j'ai personnellement trouvées pertinentes, quel que soit le point de vue qui a été exprimé. Et je voudrais à vous tous vous dire que je vous remercie pour les interventions qui ont donc ainsi été faites et tous les arguments qui ont été avancés par les uns et par les autres pour défendre vos positions. En attendant une autre rencontre pour fixer le montant de la caution pour les législatives afin d'éviter un nombre élevé de listes, les parties prenantes sont divisées par rapport au montant de la caution. Et puis, couverture des élections locales du 23 janvier dernier, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias a tranché. Ce vendredi, 13 médias ont été ciblés par le CORED. Au total, 10 blâmes et 6 avertissements ont été reçus. Vox Populi critique le mandat. l'A2S TV, Walf TV et Sen TV font partie des médias visés. Retour sur ces sanctions du CORED avec Dissa Prira et Alioune Diagne. Des blâmes et des avertissements servis à une dizaine de journalistes et de techniciens. Des sanctions du tribunal des pairs du CORED pour différents manquements dans l'exercice de la profession et dans le traitement de l'information. Au total, il y a eu 10 blâmes, 6 avertissements et 2 relax. Les sanctions ont ciblé 14 journalistes et un technicien caméraman. Seule l'affaire de la BBC a fait l'objet d'un appel et la décision a été confirmée en seconde instance. 11 médias ont été concernés. Les quotidiens 24 heures, le mandat, l'e-quotidien critique et Vox Populi ont reçu des blâmes et des avertissements. Pour les télévisions, c'est la 2S TV, Walf TV, la Sen TV et l'RL TV qui ont également été avertis et blâmés. C'est une sanction à la limite acceptable parce que dans le cadre, par exemple, de la délivrance du quitus du CORED qui permet de pouvoir prétendre à la carte nationale de presse, nous sommes très regardants si, par exemple, vous avez été sanctionné à un certain degré. Un certain degré, c'est quoi? Si vous avez été blâmé, vous risquez de vous voir refuser le quitus du CORED. Et la conséquence immédiate, c'est que vous ne pouvez plus prétendre à la carte nationale de presse. Des sanctions qui seront prises en compte dans l'accès aux fonds d'appui et de développement de la presse.
Et je vous le disais en titre, en Ukraine, l'armée russe continue son avancée vers la capitale du pays, alors que Vladimir Poutine est visé par plusieurs sanctions de la communauté internationale. En Europe, la situation reste extrêmement tendue. Depuis plusieurs heures, le monde entier a les yeux rivés sur l'Ukraine. Pour l'ancien officier de l'armée sénégalaise, le colonel Abdourahim Kébé, les conséquences de cette guerre dépassent les frontières de l'Union européenne. Sa réaction dans ce reportage signé Chérif Dia. L'invasion de l'Ukraine par la Russie inquiète la planète entière. À juste raison, car c'est dans cette zone d'où sont parties les deux grandes guerres. Je vous citais Sarajevo et Pologne. Mais par-delà la même aire géographique, c'est le sentiment nationaliste et la volonté d'expansion qu'on voit chez Poutine qui ont été les facteurs déclencheurs des deux grandes guerres mondiales. L'offensive russe se poursuit malgré les mises en garde de la communauté internationale. Le colonel en retraite Abdourahim Kébé craint le pire en cas d'implication de l'OTAN à partir de la Pologne, pays membre de l'organisation, ce qui n'est pas le cas pour l'Ukraine. Même si l'OTAN, pour l'heure, n'envisage pas d'envoyer des troupes en Ukraine, donc d'intervenir militairement, elle est en train de renforcer son dispositif dans les pays qui se trouvent sur la zone rouge de Moscou. Et parmi ces pays, il y a la Pologne. Mais toute action à partir de la Pologne pourrait entraîner une réaction de la Russie contre ces pays. Et ce serait le déclenchement d'une grande guerre dans la mesure où ce serait l'OTAN qui serait directement attaquée. Une Russie muselée par l'Occident mais qui peut compter sur un allié de taille, la Chine. Pour la Chine, l'Ukraine est un laboratoire. Et la Chine est en train de tester les Occidentaux, de les observer en direction de Taïwan. Car la Chine a aussi des prétentions pour Taïwan. Et si l'OTAN et l'Occident ne font rien pour l'Ukraine, alors la voie sera libre pour la Chine d'envahir aussi à son tour Taïwan. Ukraine, une guerre à l'issue incertaine et dont les conséquences sur l'économie mondiale et les relations internationales pourraient être désastreuses. Et puis des ressortissants sénégalais se trouvent actuellement sur le territoire ukrainien afin d'être informés sur la situation de ces Sénégalais de l'extérieur. Une cellule de crise a été installée à l'ambassade du Sénégal en Pologne qui est rattachée à l'Ukraine. Le secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr, est au micro d'Aminata Goudiaby. Je vous propose de l'écouter. Nous avons certains de nos compatriotes, une centaine de nos compatriotes qui y résident. Et nous avons pris le devant via notre ambassade en Pologne, parce que l'Ukraine est rattachée à l'ambassade du Sénégal en Pologne. Et là, sous l'autorité de M. l'ambassadeur du Sénégal, une cellule de crise a été mise en place. Une cellule de crise également ouverte aux responsables, aux dirigeants de la communauté sénégalaise basée en Ukraine. Et pour établir un contact permanent et direct avec les Sénégalais qui ne sont pas également à Kiev, mais qui vivent dans des régions comme Dnipro, comme Odessa, comme Kharkiv, nous avons aussi identifié et désigné des points focaux. Les recommandations qui ont été faites, c'est de leur dire de suivre et de respecter scrupuleusement toutes les directives, toutes les mesures et qui sont prises par les autorités compétentes ukrainiennes. Les recommandations également ont été faites de leur demander d'éviter tout ce qui est déplacement non essentiel. Que nous avons effectivement le nombre de Sénégalais par ville, mais en même temps les coordonnées, les contacts. Et puis ce vendredi, le Kremlin a annoncé que Vladimir Poutine est prêt à envoyer une délégation pour des pourparlers avec l'Ukraine à Minsk. Parlons de toute autre chose à présent. Au parc de Djoudj, la grippe aviaire est sous contrôle. C'est en tout cas ce qu'a assuré le directeur des parcs au cours d'une rencontre sur le plan d'aménagement du parc de Saint-Louis. Sur 1108 oiseaux infectés, 916 n'ont pas survécu. Réaction du directeur des parcs qui se veut rassurant. Il est au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. La situation de la grippe aviaire au parc de Djoudj de la région de Saint-Louis est sous contrôle. Le conservateur du parc national des oiseaux de Djoudj, le commandant Cheikh Diagne, l'a annoncé lors d'une rencontre à Saint-Louis. Nous avons fait face justement à ces situations-là. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons 1108 malades, dont 916 morts.
Aujourd'hui, l'enfouissement de toutes les carcasses est effectif dans le parc, une manière de protéger les touristes et les agents qui fréquentent le site. Pour ces dernières 24 heures, le parc n'a enregistré aucun décès. Et hier, à pareil moment, j'étais au niveau de Nichoir et 0 mortalité. Donc ça, c'est véritablement rassurant. Actuellement, tous les parcs situés au nord du pays sont ouverts pour la relance des activités écotouristiques. Le lieutenant-colonel Hassan Doy, représentant du directeur des parcs nationaux à cette rencontre, a annoncé la mise en place d'un plan d'aménagement et de gestion qui, selon lui, est une nécessité pour protéger quotidiennement le parc de Djoudj, très fragile face aux multiples menaces. Que ce plan puisse être mis en œuvre dans les délais. C'est un peu la différence que nous avons notée avec les autres plans. La protection du parc de Djoudj, classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981, est aujourd'hui une des principales priorités des autorités locales. Depuis l'apparition de la grippe aviaire dans la zone au mois de janvier 2021, 916 pélicans sont morts. D'autres phénomènes comme le braconnage et la salinisation du sol menacent aussi le parc de Djoudj. Daka de Médina Gounass. L'événement religieux se tiendra du 5 au 15 mars prochain dans le département de Vélingara. À quelques jours du démarrage de cette retraite spirituelle célébrée chaque année au Sénégal, le ministre de l'Intérieur a reçu le comité d'organisation de l'événement. D'après le ministre Antoine Félix Diome, toutes les mesures seront prises pour assurer le bon déroulement de la 81e édition de la Ziara annuelle du Daka. Écoutons le ministre de l'Intérieur, il est au micro d'Amadouba. Nous avons bon espoir que l'événement sera une réussite dans le cadre de la mise en œuvre des différentes mesures prises par le gouvernement. Des engagements ont été également pris lors du CRD à Kolda. Et parmi ces engagements, certains sont déjà matérialisés et pour le reste, les services impliqués sont à pied d'œuvre. Et d'ici là, nous veillons et le comité d'organisation est également en contact permanent avec le gouverneur et ma personne en cas de nécessité. Si des dysfonctionnements sont notés d'ici le 5 mars, jour de démarrage du Daka, vous pouvez faire des remarques et des réponses seront apportées. Vaut mieux prendre les devants et ce qu'il faut faire pour régler tous les problèmes. Et puis en sport, éliminatoire pour le mondial de basket prévu du 25 août au 10 septembre 2023. Logé dans le groupe D dans la zone Afrique, l'équipe du Sénégal a fait ce vendredi un bon démarrage avec le score de 75 à 57. Le Sénégal s'est donc porté vainqueur face à l'équipe de l'Égypte. Demain, l'équipe nationale affrontera la République démocratique du Congo avant de faire face dimanche à l'équipe du Kenya. Parlons de notre sport national. À présent, la lutte sénégalaise, alors qu'il devait opposer les lutteurs Modulo et Ama Baldé le 13 mars prochain, le combat n'aura finalement pas lieu, et ce à cause d'une blessure du lutteur Modulo. Le promoteur Luc Nicolaï a pris la décision de reporter le combat, une décision qui, d'après le chroniqueur Malik Thiandoum, n'était pas de son ressort. Sa réaction au micro de Chérif Dia. J'ai été surpris par l'annonce du report du combat Modlo Ama Baldé par le promoteur, qui plus est déclare que l'indisponibilité du lutteur est de 45 jours et qu'il était paradoxalement en compagnie du manager du lutteur pour aller informer le CNG. Il y a vice de procédure, parce que la procédure normale c'est quoi? Quand un lutteur est blessé, il doit se faire diagnostiquer par le médecin de son choix. Après le diagnostic, il doit déposer la lettre auprès du secrétariat du CNG. Le secrétariat délivre un quitus pour dire que effectivement j'ai reçu la lettre, mais la lettre doit être imputée à la commission médicale du CNG. La commission médicale convoque à nouveau le lutteur pour faire ce qu'on appelle une contre-expertise. C'est à partir de ce moment que le médecin du CNG déclare le lutteur apte ou inapte. Parce que même si le lutteur se fait ausculter par son propre médecin, le médecin du CNG peut faire une contre-expertise et dire que le lutteur est apte. Donc dans cette procédure-là, tout a été vicié. Il peut y avoir renvoi par décision médicale ou bien par cas de force majeure, comme on le dit dans le règlement, mais ça doit être notifié par le CNG au promoteur, et c'est au promoteur maintenant de déclarer officiellement le combat reporté.
Puis sur ce report du combat Modulo Ama Baldé, le président du comité national de gestion de la lutte, Bira Sène, annonce qu'une décision finale sera prise et une date retenue pour l'affiche. Il déplore la manière dont le renvoi du combat a été fait. Bira Sène, que je vous propose d'écouter. Un tiers est parti dans une radio pour déclarer le report du combat, etc., avec des commentaires. Toutefois, il faut retenir que c'est le CNG qui a cette habilité à prendre la décision qui concerne ce problème de blessure de Modulo. On ne peut pas décider à la place de l'administrateur, n'est-ce pas, du combat. Bon, donc c'est ça qu'il faut préciser dans ce sens-là. Parce que vous savez, quand un lutteur produit un certificat médical, il revient au CNG également de faire une autre expertise de l'état de santé du lutteur et en confrontant les deux documents fournis, prendre la décision. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train de travailler et sous peu, le rapport nous parviendra et la décision qui sera prise sera faite et nous en communiquerons. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Tout de suite, retrouvez Binta Diallo et son invité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.